Donc je vous remercie d'être tous là aujourd'hui. Il s'agit de notre troisième rendez-vous d'inspiration. Donc c'est un rendez-vous qui a été créé afin, tout du moins tenter d'amener le meilleur d'ailleurs, à savoir des inspirations d'autres secteurs ou des études, etc., etc. Donc ce rendez-vous a un format un petit peu particulier puisque aujourd'hui on va présenter notre premier guide dédié à l'enseignement supérieur et notamment aux problématiques de communication. Ce guide a été coécrit avec talent avec l'agence Soyuz, qui est représentée dignement par Béatrice Lecoq, et en collaboration avec Rachel Nulance pour l'agence, qui est chef de projet senior et porteuse du projet RSE de l'agence, à savoir les femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas faire très long puisque Rachel va présenter le guide et aussi nos intervenants de premier plan. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours le meilleur d'ailleurs. Et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. À la fin de ce rendez-vous, vous sera remis le guide et nous nous tiendrons bien évidemment à votre disposition pour échanger ou pour éventuellement quelques questions. Donc je vous souhaite un bon rendez-vous et à plus tard. Bonjour, merci à tous d'être là. On est invité par la Villa Bonne Nouvelle Orange, qui est un lieu d'inspiration, de travail, d'innovation porté par le groupe Orange. Donc aujourd'hui, c'est notre troisième rendez-vous. Il y en a qui sont déjà venus aux deux autres. Le premier, on avait étudié un peu les inspirations marketing. On avait parlé aussi de la réalité virtuelle. Le deuxième, on avait parlé de la créativité et voir comment on pouvait s'en inspirer et comment on pouvait trouver des processus créatifs. On était entouré d'artistes et de personnalités du monde de l'art. Et aujourd'hui, en fait, on vous présente quelque chose qu'on aimerait être le premier guide d'une longue série et qui s'appelle notre guide How To, qu'on a appelé Comment communiquer à l'ère numérique. Pourquoi un guide et pourquoi un guide papier pour parler de l'ère numérique ? L'idée, c'était de se dire, on peut réfléchir à plus avant sur ce que c'est que la communication aujourd'hui. Et on peut donner à nos clients des idées, des petites pistes de réflexion pour leur future communication. C'est un guide qui est absolument sans aucune prétention, c'est-à-dire que c'est des débuts de pistes, c'est des bonnes pratiques, c'est des idées dans un monde qui est en changement. On a créé 6 petites fiches, donc en fait ça peut être comment faire entrer sa brochure dans l'ère numérique, comment poursuivre votre relation en dehors des journées portes ouvertes, comment on doit penser la relation alumni, comment est-ce qu'on doit utiliser LinkedIn, comment est-ce qu'on doit penser UX. C'est des petites pistes comme ça. Et ces 6 fiches sont encadrées par 4 textes qui ont été écrits une part par Soyuz, une part par Brains. 4 textes qui sont autant de premières pistes de réflexion. Donc c'est comment vous allez pouvoir partager des informations avec cette génération fameuse qui est la génération Z. C'est comment en fait, vous devez prendre en charge la transformation qui est liée à l'avènement de la révolution numérique. C'est comment est-ce que vos marques doivent être de plus en plus connectées. Et c'est comment en fait appréhender la communication. Alors dans le cadre de la présentation de ce guide, nous avons demandé à 2 personnes de nous rejoindre. Et on va commencer tout de suite avec David Deslandes. Vous êtes VP Corporate de Launcher. Et vous connaissez bien le digital parce que c'est 15 ans que vous travaillez dans le digital et vous avez commencé en fait chez les GAFA, qui sont quand même un peu... Commencer un petit peu, par les GAFA. Déjà, je vois qu'Orange me poursuit parce que chez Facebook, où j'étais précédemment avant d'arriver chez Launcher, je m'occupais d'Orange. Donc je suis content de les retrouver. Chez Deezer aussi, puisqu'ils sont actionnaires, je crois, toujours à peu près à hauteur de 10%. Donc j'en suis ravi. Donc oui, c'est pour moi, c'est un bon lien. C'est un bon lien, oui. Et en fait, du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est quand on a une expérience comme ça chez Deezer, chez Facebook, Instagram, et puis maintenant, même avec Launcher, cette application, c'est des endroits où en fait les usages ont été transformés. Oui, plutôt, oui. Surtout, je crois que c'est le petit élément qui est dans ma main, qu'on utilise entre 150 et 200 fois par jour. Je pense que Orange en plus ici pourrait encore nous le dire, puisqu'aujourd'hui, on passe un peu d'une société des télécoms à une société des services, qu'Orange arrive dans la banque.
Donc on voit que la data est un élément majeur, donc les usages aussi en train d'évoluer énormément. Si on prend des chiffres, aujourd'hui je crois qu'on est à 83% à utiliser le téléphone mobile au quotidien. Si je prends Facebook, c'est 25 millions de personnes chaque jour qui utilisent leur mobile pour se connecter. Instagram, c'est près de 10 millions. Sur Facebook, c'est 14 fois par jour. Instagram, en moyenne, c'est 10 fois par jour. Donc, vous voyez, le temps qu'on y passe, c'est incroyable. Après, effectivement, ça révolutionne aussi le monde de l'entreprise, mais pas uniquement le digital, c'est comment on l'intègre. Ça, c'est le sujet aujourd'hui. Et justement, dans ces révolutions, il y a aussi des applications qui sont créées. Complètement. Et donc, peut-être qu'on peut parler un petit peu de Launcher On peut parler de toutes les applications. Launcher, une société que j'ai rejoint il y a à peu près 1 mois et demi. Qui on venait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, a été créé par Loïc Soubéran, le fondateur de Tigs, qui a créé cette merveilleuse entreprise que vous voyez certainement sur des plateformes médias avec un petit format vidéo qui peut éventuellement des fois agacer, mais nécessaire pour le modèle économique des éditeurs aujourd'hui, notamment de la presse. On est financé aujourd'hui par Daphne et par la BPI. Et on est une quinzaine de personnes, 10 à Paris, 5 à Montpellier. Et qu'est-ce qu'on fait? On est un service, pour ça que je ne vais pas dire uniquement une plateforme. C'est un service de précommande de repas prépayés. Ça, c'est pas neutre non plus. On parlait d'usage et on va en parler. Sur place ou emporté. L'idée, c'est vraiment de faciliter, on est un facilitateur, on va dire, de la pause déjeuner, puisque c'est plutôt l'angle aujourd'hui qu'on a voulu avoir, même si ça, vous pouvez, on va dire, commander votre petit déjeuner, votre dîner, perso, pro. On voit aussi, je pense, pour certaines générations, alterner au travail notamment des tâches personnelles, professionnelles. Le monde du travail est en train de beaucoup évoluer. On est dans un espace de coworking. Je pense que ce n'est pas par hasard non plus. Déjà pour la stratégie de la société, mais on voit qu'il y a une véritable volonté aussi de travailler différemment dans l'entreprise. Donc il doit prendre en compte, on va dire, les usages, la personnalisation, la volonté de se nourrir différemment, la volonté d'éventuellement sortir de son restaurant d'entreprise. On a tous un budget qu'on peut consacrer, qu'on peut faire évoluer au gré de la semaine et de ses besoins et aussi de ce qui reste peut-être sur son compte en banque. Donc j'ai envie de dire, tous ces usages-là, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les prenne en compte. Et ce qu'on essaye de faire, puisqu'on est une place de marché, c'est réconcilier l'offre et la demande. Donc d'un côté, un service de restauration protéiforme, du fast-food, mais pas que. On voit aussi des nouveaux acteurs de la restauration, notamment, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, on va dire saladerie, globalement, qui permet de composer son repas. On a envie de manger différemment, de façon plus saine, pour pas mal. Et aussi les systèmes de paiement. Donc ça fait partie aussi des usages qu'on doit prendre en compte pour proposer une solution, un service de restauration et un UX, donc une expérience utilisateur la plus facile, la plus simple, la plus sobre et qui fait gagner du temps. Parce que je pense qu'un des éléments aussi, c'est la notion du temps est majeure. Lorsqu'on passe sur Facebook, comme on disait, on passe à peu près 45 minutes par jour, 20 heures par mois. Et l'idée de gagner son temps, je pense que c'est un des enjeux aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait de son temps dans la journée. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais qui est pour nous majeur aussi. D'accord. Et alors justement, quand on a travaillé dans des entreprises qui ont la transformation dans leur ADN, qui sont toujours en train de questionner, il y a aussi la relation qu'une entreprise entretient avec ses clients qui change. Et alors comment est-ce que Facebook ou Instagram, ou même vous faites de cette transformation, ces nouveaux usages, comment vous les poursuivez dans votre relation avec vos clients? Pour ce qui est de Facebook, Instagram, Facebook est un véritable partenaire, déjà par l'usage, parce qu'on ne peut pas en faire fi de toute façon. La force d'un groupe comme Facebook et Instagram, c'est de proposer des stratégies d'acquisition, de fidélisation, d'upsell, de cross-sell, à la fois par des plateformes publicitaires, mais aussi par les plateformes de communication que sont Messenger, WhatsApp notamment, avec une stratégie un peu différente. Vous avez Facebook, c'est les amis, la famille, et vous avez Instagram, c'est plutôt des communautés. Il faut savoir que 50% des gens qui vous suivent sur Instagram, vous ne les connaissez pas, et ils ne vous connaissent pas. Mais un lien s'est créé avec vous, notamment par le prisme de l'image, donc l'image, la photo, la vidéo, qui fait que vous êtes en relation très forte au final, et donc vous êtes sur de l'interaction très très forte.
Donc ce qu'on crée effectivement, c'est une relation relativement forte, à la fois avec les clients, des prospects, mais aussi avec les salariés, les ambassadeurs d'une certaine manière, qui relayent sur les différentes pages ou qui utilisent des solutions. Je pense notamment à Facebook Workplace, qui est finalement le Facebook des entreprises et qui finalement facilite la communication, le travail au quotidien, notamment toute la partie nomade, lorsqu'on n'a pas besoin d'être forcément toujours sur un même site pour partager des informations, des éléments, puisque aujourd'hui on reçoit à peu près, je crois, sauf faire de ma part, à peu près 1000 mails par jour, et que la façon de travailler, de communiquer n'est pas aujourd'hui l'outil de communication optimal. Donc voilà, donc il se crée aussi ces outils-là, ou Slack, qui est particulièrement utilisé. Nous, on est chez WeWork à Paris, on voit que Slack est particulièrement utilisé par des nouvelles entreprises et qui fonctionne bien. Et pour certains, ils ont ce qu'on appelle un channel, donc une petite chaîne autour de la food, ce qui veut bien dire que c'est aussi un usage. Donc comment nous, on peut s'intégrer dans ces univers-là, on est en train d'y réfléchir. Donc on est aujourd'hui présent sur le mobile, enfin, j'ai envie de dire assez naturellement, assez logiquement. On vient de sortir notre interface web, qui est aussi simple, mais qui, bien évidemment, qui sert des usages lorsqu'on est devant son bureau. En tout cas, on est au bureau le midi. C'est pas naturel qu'on utilise forcément un téléphone mobile pour commander son repas. Il était assez évident, justement aux interviews qu'on a pu faire aussi avec nos clients, de comprendre c'est plus facile de le faire sur le web parce que mes collaborateurs pourraient croire que je fais autre chose que de travailler ou que voilà. Donc c'est aussi ces usages-là qu'on doit prendre en compte au quotidien. Donc dans une démarche de partenariat finalement avec votre cible pour mieux les comprendre et pour mieux répondre aux différents besoins. Et du coup, Exactement. Comment vous faites pour imaginer les usages de demain ? Ça, c'est une excellente question. C'est aussi la difficulté, on en parlait tout à l'heure, on essaye à la fois de faire du quanti et du quali. Donc quanti, on a, comme beaucoup d'acteurs, des outils, d'outils marketing qui permettent de voir un peu quels sont les usages, quels sont les profils. On est en train d'imaginer aujourd'hui différents profils. Je dis bien en train, parce que rien n'est encore figé, et on est en train de tâtonner, comprendre les usages sur des personnes qui ont des comportements de restauration plutôt mono-restaurant quasiment, qui ont vraiment l'habitude d'aller dans un unique restaurant. Il y a aussi la découverte. Donc la découverte, je l'ai vécu dans les différentes entreprises dans lesquelles j'étais par rapport à Deezer. Aujourd'hui, vous avez 40 millions de titres, mais globalement, vous écoutez entre 200 et 300 titres par mois, ce qui vous donne un peu une idée. Comment on crée l'usage, comment on crée la diversité, la découverte. Facebook, c'est la même chose. On essaye de vous faire toujours découvrir. C'est un moteur de découverte. Vous avez un moteur de recherche qui est Google. Les plateformes de Facebook, Instagram sont des plateformes de découverte. Launcher est aussi une plateforme de découverte. Et c'est les premiers retours que l'on a. C'est ceci. On travaille notamment, et je remercie les gens au féminin, donc une population un peu comme ici, 18-40 ans féminine, qui a besoin de manger aussi sainement. Et qui a l'habitude d'aller manger à certains endroits, mais elles ont découvert en tout cas des nouveaux restaurants. Donc c'est aussi un moteur de découverte, de restauration. C'est ce on souhaite apporter à nous après, d'apporter des nouvelles features. Des nouveaux services. Exactement. Voilà. Donc c'est un des enjeux pour nous. Oui. Donc de rester à l'écoute des nouvelles tendances et des nouvelles envies. Et aussi peut-être à l'écoute de vos remarques ou vos questions concernant les nouveaux usages qui sont nés avec la révolution industrielle, la révolution numérique. La révolution industrielle aussi. Ça marche aussi. Non, on n'a pas de... Tout le monde a tout compris sur les usages numériques. C'est parfait. Vous êtes d'une clarté exceptionnelle. Je vais juste ajouter quelque chose. Ouais, c'est ce qu'on doit faire, notamment sur les usages. C'est deux choses majeures qu'on est en train d'essayer de s'appliquer. C'est de continuer à innover constamment, mais ça, c'est pas nouveau, mais aussi stimuler. Donc voilà. Donc là aussi, on sent que pour créer aussi des usages, puisque les retours sont extrêmement positifs de nos utilisateurs et utilisatrices, 100% de retours, prêts à nous recommander, mais on voit aussi qu'on a besoin de stimuler, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réflexe, en tout cas, sur ces nouveaux services-là. Donc notre travail va aussi être de stimuler avec présenter peut-être le repas du jour du restaurant préféré, proposer un nouveau restaurant qui vient de s'ouvrir, une nouvelle façon de faire la food. On a de la chance, on est dans un quartier ou dans des quartiers
où on innove aussi, et on innove pas uniquement sur digital, mais aussi en restauration. Donc 2 points majeurs, stimuler et innover. Et si on arrive à faire ça, on devrait, j'espère, en raconter une belle histoire. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci. Alors je vais juste avant de demander à notre deuxième intervenant de me rejoindre, je voudrais juste faire un petit point sur justement l'ère numérique et ce que ça signifie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de communication numérique et pourquoi est-ce qu'on a vraiment eu envie, nous, de dire non, c'est une communication à l'ère numérique dont il s'agit. Je crois vraiment que, et j'adhère totalement aux propos de Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial. Et en 2016, lors du Forum de Davos, il avait donné une interview à une radio suisse, dans lequel en fait il disait, et je vais le citer, « Ce changement technologique, cette 4e révolution industrielle, va changer tous les secteurs, nos marchés d'emploi, notre système d'éducation. Nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse de cette révolution. Ce qui est nouveau dans cette révolution technologique, ce n'est pas seulement de nouveaux produits, c'est le système qui va changer. » Et ça me semblait juste un moment clé de dire aujourd'hui ce que ça veut dire, ce système qui change pour les professionnels de la communication que vous êtes. Aujourd'hui, on est en l'ère de la communication holistique, ça veut dire dans tout ce qui est pris dans une globalité. Et c'est important donc de faire de chaque moment de communication une partie d'un tout. Et de ne plus opposer finalement les canaux, de ne plus opposer les différentes façons de s'adresser à nos publics. Et c'était vraiment quelque chose qui me semblait important, surtout qu'en fait, avec cette modification, on se rend compte qu'on est arrivé à l'ère de l'expérience utilisateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est toute l'expérience que vous allez offrir à vos utilisateurs, tout le parcours que vous allez lui donner. Parce qu'il y a eu des transformations dans les parcours et dans les usages qui sont absolument fantastiques. Par exemple, imaginez repenser au commerce. Et si on voit aujourd'hui ce que le e-commerce a changé dans notre rapport avec notre point de vente, avec une boutique, ça a absolument tout changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre passage en boutique arrive souvent à une croisée dans notre interaction avec la marque. On s'est souvent renseigné avant sur un produit. Maintenant, il y a même des applications qui sont capables de vous dire, en fait, quand vous voyez un produit dans un magazine, où vous pouvez le trouver. Et donc, du coup, la boutique, le passage en boutique devient un moment, dans ce moment d'achat, et en même temps, c'est peut-être pas le moment final. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes allé voir le produit en boutique, il est fort possible que vous retourniez chez vous et que finalement, l'acte d'achat se fasse sur Internet. Parce que quoi ? Parce qu'il y a une promotion sur Internet qu'il n'y a pas en boutique, ou parce que finalement, vous avez vu un moyen de l'utiliser dans un autre endroit. Donc en plus, ce qui se passe, c'est que non seulement les canaux de communication sont en train de changer, mais en plus que nous, en tant que consommateurs, nous sommes en train de changer notre façon de voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus finalement une cible pour les marques. On est capable de trouver l'information, on est capable de comparer, on est capable de prendre en main notre acte d'achat jusqu'au bout, et on est capable donc d'inciter la marque à aller plus loin dans l'offre qu'elle nous fait. Et je trouve que justement ce passage finalement qu'on a tous en devenant plus seulement des cibles mais des audiences, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un travail qui est fait que on doit nous donner un message clé, un message qu'on a envie d'entendre, on doit nous apporter une information qui nous est intéressante, et ça c'est un gros travail pour les marques. C'est-à-dire que finalement vous allez devoir donner l'information supplémentaire utile à vos cibles, à vos audiences, pour qu'ils passent à l'acte. Et ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi a semblé très important, et ce qu'on a voulu mettre en avant dans ce guide, c'est que les points d'interaction aujourd'hui avec vos audiences sont nombreux. Et c'est des points d'interaction qui doivent être pensés dans une globalité d'un parcours client. Et ça veut dire que vous devez repenser toute votre stratégie CRM en prenant l'intégralité de ces points et finalement en donnant à chaque moment de point d'entrée une valeur qui permettra permettra à votre audience finalement de se sentir mieux comprise par vous et qui aura envie de continuer un parcours d'achat. Alors évidemment c'est des termes qui sont très marketing et on se dit mais dans une relation qu'une école peut avoir avec finalement l'offre et ce qu'il propose et les typologies de cibles, mais c'est pareil en fait, parce que vous avez votre journée porte ouverte, vous avez finalement vos brochures, vous avez les salons,
vous avez tout ce qui peut être mis en ligne sur Internet, vous avez votre chaîne YouTube. C'est autant d'endroits où vous devez reprendre en considération toute cette stratégie client. Et du coup, en fait, le marketing 3.0, c'est un vrai marketing qui va être dans la valeur. C'est-à-dire dans la valeur, c'est dans la création de valeur, mais c'est aussi donner vos valeurs. C'est-à-dire que finalement, l'audience aujourd'hui ne voudra plus uniquement être un espèce de réceptacle à information. Et ils vont vous demander d'aller plus loin, de leur apporter finalement peut-être des informations sur votre expertise, des informations sur comment ils vont pouvoir se projeter demain. Parce que vous êtes quelqu'un qui a finalement dans son ADN la transformation et l'innovation. Pourquoi ? Parce que vous avez autour de vous des corps pédagogiques qui réfléchissent à la fois sur ce qui se passe aujourd'hui et qui font de la prospective sur ce qu'il y a demain. Et du coup, vous avez un matériel de communication extrêmement fort qui me semble important de mettre en place. Et dans cette communication 3.0, il y a autre chose aussi. Il y a, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a survolé la notion, mais la notion d'ambassadeur. Aujourd'hui, finalement, vous avez autour de vous énormément d'ambassadeurs, à commencer par toute votre communauté alumni, qui est quand même quelqu'un qui a vécu votre expérience, qui a vécu beaucoup de choses avec vous, qui peut témoigner de l'efficacité de votre formation. Et cette communauté alumni, en plus, est très demandeuse de porter vos couleurs et de porter vos envies, de porter vos valeurs. Et dans une relation comme ça d'ambassadeurs, il y a des marques qui réinventent énormément. Et notamment, il y a une marque américaine qui est plutôt totalement commencée sur Internet, donc vraiment 100% digital au début. Et c'est une marque de cosmétiques. Et cette marque de cosmétiques a décidé de réinventer en quelque sorte la bonne vieille réunion Tupperware. Et la réunion Tupperware, c'est quoi ? C'est une ambassadrice qui se déplace, qui porte un produit et qui est rétribuée pour avoir sur les ventes. Et là, donc la marque Glossier a décidé de faire la même chose mais avec une youtubeuse. C'est-à-dire qu'elle a trouvé une youtubeuse qui aimait beaucoup ses produits et elle lui a dit « écoute, continue comme ça, moi je te commissionne sur les ventes ». Et du coup, la youtubeuse continue et fait de la vente vraiment Tupperware. Elle est rétribuée sur les ventes qu'elle permet de faire via les canaux. Et ce qui se passe, c'est que cette youtubeuse est très contente. Et en plus, elle produit du contenu pour la marque maintenant. C'est-à-dire que pour avoir sa commission, elle se dit il faut que je fasse des belles vidéos. Donc pour faire des belles vidéos, elle réfléchit, elle produit un contenu de qualité que la marque peut réutiliser. Donc c'est vraiment important cette notion d'ambassadeur, c'est vraiment important de voir comment finalement tout a changé dans nos rapports avec nos audiences. Et ça me semblait important de terminer sur cette notion d'ambassadeur parce que c'est assez symptomatique de combien la communication à l'ère numérique a changé. C'est-à-dire que c'est symptomatique de combien aujourd'hui, dans nos relations, dans nos discours, dans nos messages, on doit tout repenser continuellement, on doit tout réinventer continuellement. Et je pense qu'en fait, ça veut dire sortir de sa zone de confort, ça veut dire sortir des habitudes qu'on a prises et qu'on pense qui fonctionnent très bien. Ça veut dire tenter de nouvelles choses. Et c'est un petit peu ce que nous, on fait, ce qu'on essaye de faire avec ces rendez-vous de l'inspiration. Et tenter de nouvelles choses aussi, en fait, dans le secteur de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement tout court, c'est aussi se tourner vers les EdTech. Et c'est là, oui, tu interviens, Victor. Et donc, j'accueille Victor Vacrenier. Fantastique, merci. Donc Victor, en fait, vous êtes le créateur de Ed21 et aussi d'une application que beaucoup connaissent ici, qui est Absco. J'espère que beaucoup la connaissent. Pour la petite précision, Ed21, c'est une association dont je suis le président et pas le fondateur. Pardon. Mais plus précisément, effectivement, moi je suis le cofondateur d'une start-up dans l'éducation, qu'on appelle de la EdTech. Normalement, vous avez vu ce terme avec la foodtech, la medtech. On aime bien faire des anglicismes dans le monde des startups. Le constat il est assez simple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti de deux choses que vous avez mentionnées avant. La première chose qui était la personne qui était assise à ma place avant, le monsieur dont j'ai oublié le prénom, je m'en excuse, qui disait voilà, quand il a toutes ces statistiques sur le fait qu'on utilise de façon assez soutenue notre téléphone au quotidien. Ça, c'était notre premier constat.
Le second, et tu viens justement d'en parler, c'est de se dire, là, côté métier, côté établissement, est-ce qu'on ne doit pas augmenter, améliorer tous les points de contact, tout simplement les utiliser qu'on a avec nos étudiants, qu'ils soient prospects, étudiants ou alumni. Et puis la base de la réflexion qu'a lancé notre produit, dont je vais vous parler hyper rapidement, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. On était parti d'un constat qui est de se dire aujourd'hui, un étudiant, il peut tout faire sur son téléphone. Il peut ouvrir un compte bancaire, je suis bien placé pour le savoir, parce que je travaille vraiment dans une banque mobile. On peut ouvrir un compte bancaire sur mobile, on peut trouver un job sur son téléphone, on peut trouver un appart, on peut organiser ses sorties, on peut commander des plats prépayés, on peut tout faire. Sauf qu'on ne peut pas gérer sa scolarité. Si vous y réfléchissez une petite minute, on ne peut pas aujourd'hui en tant qu'étudiant juste sortir son téléphone et puis gérer sa scolarité. Et ça, c'est notre constat de départ. Et puis mis avec les deux remarques qui ont été faites juste avant, on s'est dit c'est peut-être l'occasion de lancer une application mobile qui permet de gérer sa scolarité. Et c'est un petit peu ce que l'on a fait. À la différence près que le parcours de vie de l'étudiant, si vous me permettez de le simplifier de façon très grossière, vous allez avoir le prospect, l'étudiant inscrit, et puis l'alumni. Vraiment, je suis dans le gros. La première application qu'on a lancée, nous, c'était pour adresser l'étudiant inscrit. Et donc, c'est en fait une application que l'on vend, nous, aux établissements, qui leur permet de donner accès sur mobile à l'ensemble des ressources de l'établissement. Et donc, d'améliorer cette communication qui aujourd'hui est très compliquée, déjà en descendant, donc l'établissement vers l'étudiant, mais aussi en remontant, donc les étudiants vers l'établissement. Concrètement, l'étudiant, dans son téléphone, il a son planning, ses notes, ses événements, tous les canaux de communication de l'établissement. Il a aussi les plateformes de recherche d'emploi, le Career Center, les plateformes d'appartement. En fait, c'est un produit qui est très technique. Je suis ingénieur informatique au départ d'ailleurs, et donc on se connecte à tous les outils de l'établissement pour les mettre dans une application mobile. Et en plus, on permet à l'établissement d'aller envoyer des notifications manuellement à l'étudiant. Tiens, toi, tu t'es pas inscrit à ta sécu. Tiens, vous, les 150 de telle année, il y a un événement ce soir, ne le ratez pas. Ça, c'est la première chose que l'on a faite. Et la seconde, en fait, on s'est concentré sur la partie prospect. On a lancé une autre partie, un autre volet de cette application, parce que celle dont je viens de vous parler, il faut se connecter avec son login et son password en tant qu'étudiant. Et l'autre volet qu'on a lancé, il est là pour le coup dédié aux équipes de communication, marketing et recrutement. Et simplement, c'est de se dire, soyez aussi présents sur le mobile. Je pense que la très grande majorité des professionnels de l'éducation en salle, vous avez, en tout cas je vous le souhaite, un site en mobile responsive. Ça vous a probablement coûté très cher. Vous sortez probablement plein de statistiques sur ce site, mais est-ce que vous êtes vraiment aujourd'hui capable d'engager vos prospects, vos étudiants prospects avec votre site mobile responsive? C'est très important d'en avoir. Et nous, on a le parti pris de dire c'est peut-être intéressant d'avoir une app dans la poche, de mettre carrément une app de votre établissement dans la poche d'un de vos prospects, que vous l'ayez croisé dans un salon, que vous l'ayez croisé en JPO, ou simplement qu'il l'ait téléchargé de son propre chef. Voilà, donc on fait de l'application mobile dans le secteur de l'enseignement supérieur. On travaille avec une 50aine d'établissements. Voilà. Donc, les startups, c'est un monde qui fascine, c'est un monde qu'on connaît bien quand on parle finalement de la finance, quand on parle peut-être des ressources humaines, des transports. On a beaucoup plus de difficultés à cartographier ce que c'est que la EdTech en France aujourd'hui. Ouais. Et vous venez justement de remettre finalement un premier prix Ed21 il y a 2 jours. Hier même. Avant-hier, je ne sais plus. Oui, mardi soir, il y a 2 jours. Pardon. Et du coup, en fait, c'est quoi la EdTech en France aujourd'hui? Alors, il y avait 2 parties dans la question. La première qui était les startups, on en entend beaucoup parler dans toutes les industries et peu dans l'éducation, et en fait, je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, le start-upper, il a ce côté un petit peu, souvent un peu agaçant de « moi j'ai tout compris à ton métier, j'ai 25 ans et je vais révolutionner, je vais uberiser ton métier ». Dans l'éducation, vous êtes bien placé pour savoir, c'est juste impossible. Et c'est peut-être pour ça, je crois, qu'on entend moins parler des startups dans l'éducation. Il y a plusieurs raisons, mais pour recentrer sur la question qui était quand même de dire c'est quoi la EdTech en France, il y a 2 choses, si ça vous intéresse, de vous dire concrètement c'est quoi l'écosystème entrepreneurial dans l'EdTech en France. Il y a une étude que j'ai rédigée, qui est disponible sur Internet, qui s'appelle, c'est une bonne question, Tour d'horizon de la EdTech en France à travers l'analyse de 180 startups. Voilà. Et ensuite, sur la base de cette étude que j'ai faite pendant mes vacances, un projet a été lancé et piloté par la Caisse des dépôts et avec d'autres acteurs, EdFab, la Maïf, APSCO, qui s'appelle l'Observatoire de l'EdTech, et qui est en fait à votre destination, si vous l'avez entendu parler ou pas, qui est un site qui s'appelle observatoire-tech.com, je crois, qui est une cartographie très haut niveau de 242 entreprises, projets, associations dans l'éducation, avec un filtre. Donc, par exemple, je cherche des entreprises qui vendent aux établissements sur un modèle de licence, et c'est la réalité virtuelle. Parce que, par exemple, vous voulez lancer un truc de réalité virtuelle pour faire des visites interactives de vos campus.
Donc ça, c'est un site que je vous invite à consulter si vous voulez regarder un peu ce que ça fait. Et si je dois vous décomposer très rapidement l'EdTech en France, vous avez les gens qui s'adressent au primaire et au secondaire, même ceux qui s'adressent avant, ceux qui vont s'intéresser au supérieur et ceux qui vont aller parler au secteur de la formation professionnelle. Après, si on rentre dans le détail, vous avez des modèles B2B, donc qui vont vendre des établissements, et des modèles B2C qui vont les vendre aux étudiants ou quand ils sont trop jeunes, aux prescripteurs, les parents. Pardon, Observatoire EdTech. Je pense que si vous tapez ça sur Google, vous allez tomber dessus parce que je crois qu'il y a un tiret entre les deux. Je suis censé le savoir, je suis partenaire. Je suis désolé. Je vais me faire détruire par la Caisse des dépôts. Blague à part, dans la EdTech en France, pour vous terminer ça rapidement, c'est un secteur qui est hyper dynamique, qui arrive un peu à maturation, mais qui a encore quand même beaucoup de freins. Pour plein de raisons, mais c'est un secteur qui, je pense, est intéressant en tant qu'établissement de jeter un coup d'œil parce que vous commencez, je vous le disais, il est en maturation. Donc vous n'avez pas encore excessivement de champions, on n'a pas encore l'équivalent des GAFA. Vous avez énormément de projets extrêmement jeunes qui vont venir vous voir et vous allez voir que vous pressez leur nez, il y a du lait qui sort, donc vous dites il est hors de question que je vous mette du budget entre les mains parce que vous allez juste exploser en vol. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous commencez à avoir une masse non négligeable de projets, de start-up, d'entreprises qui sont un peu dans, je ne dirais pas le ventre mou, mais moi je me considère être dedans avec Absco. On travaille avec 50 établissements, donc je suis aujourd'hui capable de vous dire on a une vraie expertise sur notre métier mobile, mais je ne me sens pas encore crédible, alors c'est peut-être un aveu de faiblesse personnelle, mais je ne me sens pas encore crédible pour vous dire on va révolutionner le marché, on est le futur acteur qui va faire 150 millions de chiffre d'affaires, même si j'en suis convaincu au fond de moi. Mais il y a quand même ce nombre non négligeable de projets et de start-up qui, je pense, convient d'être appelé, et ça peut être très intéressant pour vous, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de se dire, sur aujourd'hui, tous nos métiers qu'on a et tous nos projets, quels sont ceux qu'on peut externaliser, et est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer ? À plus forte raison, et je terminerai là-dessus, parce que les start-up, s'il y a bien une chose que vous pouvez leverager, si vous pouvez me permettre l'anglicisme, c'est que comme ce sont justement des projets qui sont la plupart entre... Vous voyez, nous on est une dizaine de salariés chez Absco, donc qui sont à peu près comme ça, même souvent en dessous de 10 salariés. Vous avez souvent des opportunités de faire des pilotes pas chers, ou si vous êtes une grande marque, d'utiliser des arguments que je ne devrais pas mentionner, mais de dire, vous savez, on est une grande marque, travaillez avec nous, ça serait comme hyper intéressant pour vous, machin. Non mais attendez, je préfère être réaliste plutôt que vous faire des grands discours sur les startups et comment on va sauver le monde. Dans l'éducation, c'est vous qui sauvez le monde et nous, on vous aide à le faire. Enfin, on vous aide. Sur une partie de votre métier, nous, typiquement, c'est le mobile. Votre métier, c'est pas de faire du mobile. Votre métier, c'est d'aller parler à des étudiants, de la recruter. Donc, la EdTech en France, c'est un secteur hyper dynamique, mais qui a quand même encore quelques freins. Mais est-ce qu'il y a des financements EdTech? Parce qu'on voit qu'avec les startups, on parle de levée de fonds pas possible tout le temps. Est-ce que c'est vraiment la même chose pour les EdTech ou pas encore? Non, c'est l'enfer. Je vous le dis franchement, je viens de clôturer ma première levée de fonds. Ça fait 3 ans qu'on existe, on est en fonds propres. Donc l'entreprise marche bien parce qu'on s'est financé tout seul. Et là, on a quand même clôturé une première levée de fonds. C'est très compliqué de lever des fonds dans l'éducation pour une raison assez simple. Quand vous allez lever des fonds, vous allez voir des acteurs, alors indépendamment des acteurs publics du financement, je pense à la BPI, à la Caisse des dépôts, quand vous allez voir des acteurs privés d'investissement dont le métier c'est de faire de l'investissement et donc de le retour sur investissement, donc des fonds de capital risque, ils connaissent excessivement mal le secteur de l'éducation. J'ai pas de statistiques exactes sur le nombre de fonds d'investissement que j'ai rencontrés, mais j'en ai rencontré plusieurs dizaines. Et un retour qui arrivait souvent, dans mon cas et dans beaucoup d'entrepreneurs, c'était de dire votre boîte elle est géniale, très objectivement, sans comprendre ce que vous faites, enfin, sans comprendre l'industrie. Vous avez des métriques, vous avez des chiffres qui sont impressionnants, vous avez avoir une bonne exécution, blablabla, etc. Mais souvent, moi, ce qui revenait souvent, c'est de me dire par contre, je vais être franc avec vous, monsieur Vacrenier, on n'a aucune visibilité sur le marché de l'éducation. Je ne pense pas que ça en étonnera beaucoup ici, mais le marché de la food tech, on mange tous les jours, tous les jours. Le marché du mobile, on va tous à mobile. Le marché de de l'énergie. Bon, le marché de l'éducation, la plupart des gens, ils sont sortis du monde universitaire, du monde de la formation continue. Pour certains, ils sont retournés en MBA, de formation exécutive, mais c'est un monde qui est assez loin. Et c'est en plus un monde d'éducation qui est, mine de rien, assez opaque, à plus forte raison dans le privé, parce que je crois cette question de concurrence, vous connaissez tous, vous parlez tous, mais mine de rien, quand les classements ils tombent, on regarde où on est. Donc c'est un monde qui fonctionne quand même un petit peu parce que clos, je dirais. Donc pour lever des fonds, c'est très compliqué et c'est un petit peu dramatique. Parce que pour une start-up, vous avez 2 moyens d'avoir un produit qui est incroyable, faut le vendre. Et donc soit au début, vous allez tout de suite lever des fonds, ce qui vous permet, dans le monde de l'éducation, d'aller voir des établissements et de vous dire « je suis capable de vous faire un prix qui n'est pas hyper cher,
Parce qu'en tant que start-up dans l'éducation, on n'a aucune lisibilité sur vos budgets. Très franchement. On n'a aucune. La question moi, qu'on me pose le plus souvent des entrepreneurs en éducation, ils me disent comment je fixe ma stratégie de pricing dans l'éducation. Je dis j'en sais rien. Et pourtant j'ai 50 clients, ça tourne bien machin, mais j'ai aucune idée. Il n'y a pas de mystère. Autant dans les autres industries, vous pouvez vous comparer par rapport à la concurrence, là dans l'enseignement supérieur, si je vous demande de me citer 5 startups qui vendent aux établissements qui ont 10 à 15 clients, vous creusez un peu la tête, moi j'en connais, mais je me suis creusé la tête avant vous, quoi. Donc c'est dramatique parce que s'il y avait plus de financement disponible pour les startups dans l'éducation, ça nous permettrait en tant qu'entrepreneurs de venir vous voir avec des offres qui soient déjà peut-être un peu plus lisibles, qui soient plus accessibles et peut-être simplement moins chères, on va la faire comme ça. Enfin, plus accessible, c'est ce que je voulais dire, donc moins cher. Et peut-être qu'ils correspondent aussi aux usages de la fameuse génération. Ah ouais, non, ça je me fais pas trop de soucis. Parce que, non, ça c'est pas le truc qui m'inquiète le plus. De fait que, est-ce que les produits qu'on propose sont conformes aux usages auxquels on répond, si ça ne l'était pas, les établissements n'achèteraient pas. Je pense. Non, la seule conséquence du fait que l'investissement... Pardon, madame ? Il faut prendre à l'envers avec Ouais. l'observation des Non, ce que je voulais dire, c'est que si jamais il y avait plus de financement dans la EdTech, Oui. ça permettrait peut-être aussi d'avoir des offres plus nombreuses, des réflexions plus nombreuses sur comment est-ce qu'on doit repenser des usages. Ouais. Parce que finalement, là, avec un manque de start-up, de financement pour les start-up, ce qui se passe, c'est que finalement, à qui revient l'obligation de transformer les usages et de répondre aux nouveaux usages ? Je ne sais pas. Je préfère être franc, je ne sais pas. Non, disons qu'il y a deux façons de voir le fait, il y a deux façons de voir le peu de financement en éducation. Soit vous le voyez d'un point de vue entrepreneur, et là je vais hurler, je vais dire mais c'est honteux, il faut nous financer, on a une vision. Et ce qui est vrai d'ailleurs, ayant travaillé dans une start-up dans la finance avant, on avait 53 millions, et le truc que j'ai remarqué dans l'éducation, que j'ai pas retrouvé dans d'autres industries, c'est que vous êtes obligé d'être passionné pour être entrepreneur dans l'éducation. C'est hyper important ce que je dis. Vous êtes obligé d'être passionné parce que c'est un secteur qui est si compliqué. Vous sentez que ça vient du fond de moi. C'est un secteur qui est si difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intéressants, au contraire, ils sont passionnants eux-mêmes, mais c'est un secteur où vous êtes obligé d'avoir vraiment une conviction personnelle de dire ce que je suis en train de faire, ça sert à quelque chose. Bien évidemment, ma start-up, la première, on a une ambition capitalistique, on veut croître, recruter des gens, faire du chiffre d'affaires, mais on a au départ, nous, une vision qui est de dire ça devrait être aussi simple de gérer sa scolarité qu'on gère le reste de sa vie. Ça, c'est la vision de ma start-up. Et c'est un truc que j'ai retrouvé dans l'éducation. Et je ferme la parenthèse, ce que je disais, c'est que ce manque de financement est peut-être au final intéressant, là je parle pour vous, côté métier, en fait il n'y a que les meilleurs qui vont survivre, quoi. C'est dramatique ce que je dis, hein. Mais qu'au final, toutes les startups qui vont venir vous voir, comme elles ne se sont pas financées, c'est que forcément elles ont déjà vendu leurs produits, donc forcément vous n'allez pas payer les pots cassés, donc forcément elles ont déjà de l'expérience, donc forcément ça fait des gens que vous pouvez appeler pour demander un avis. Voilà. D'un point de vue métier, d'un point de vue établissement, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait peu de financement. D'un point de vue entrepreneur. En fait. Ouais, c'est darwinien. Non, mais c'est oui. Mais voilà, oui. Voilà. Ah oui. Hein. Est-ce qu'il y a des questions Pardon. concernant... Oui, pardon. Merci. Vous avez parlé des freins Oui. nombreux. J'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait autour de la levée de fonds. Oui. Est-ce que vous pourriez en citer quelques autres ? Bien sûr. Alors, vous avez donc la problématique de levée de fonds, c'est une problématique qui est purement nous pour les startups. Vous avez des grosses problématiques si je vois le secteur EdTech dans son globalité. Donc là, vous me permettez, je sors un peu de l'ESR. Mais même en restant dans l'ESR, vous avez des problématiques systémiques qui sont assez conséquentes. En France, c'est alors, j'ai pas les chiffres exacts, 2,6 millions d'étudiants du supérieur. Il y en a déjà 1,4, 1,5 qui sont dans le public, dans 72 universités. Déjà, en tant qu'entrepreneur, aller adresser c'est 1,6 million d'établissements, c'est d'étudiants qui sont dans 72 universités. Je ne suis pas en train de remettre en question le process de marché public, d'appel d'offres qui est normal puisque c'est de l'argent public, mais c'est juste impossible. Ce sont des référentiels temps qui sont démentiels. Et encore une fois, on est prêt, nous, à s'adapter. Aujourd'hui, moi, mon tunnel de vente moyen, c'est de 6 mois, donc je me suis adapté au process des établissements. Dans les universités, c'est juste démentiel. C'est démentiel. Donc, il y a des problématiques systémiques. Alors, c'est en train de changer parce que le rapport qui a été remis par le Comité national pour le numérique dans l'ESR l'année dernière, une de ses principales recommandations, c'était de dire aux établissements, organisez-vous pour permettre... organisez-vous déjà en mode projet en interne, mettez-vous des vrais process qui vous permettent de prendre des décisions rapides et essayez de créer, allouer des... Alors, je le résume, il fait 45 pages, hein, mais en gros, c'est de dire organisez-vous pour essayer à un moment d'être plus agile sur le sourcing de projets externes. Donc il y a des problématiques de financement, vous avez des problématiques qui sont structurelles, je viens de vous le dire, systémiques, pardon. Justement, une troisième problématique, c'est une problématique structurelle côté établissement. Alors,
ne me tirez pas tout de suite dessus. Mais justement, moi, aujourd'hui, avec la cinquantaine d'établissements avec lesquels on travaille, j'arrive à voir des vraies différences entre les établissements qui se sont organisés, qui ont une vision. La plupart des établissements que je rencontre ont une vision, une vision digitale, ils ont une ambition digitale, ils ont des axes forts qui ont été développés et validés jusqu'à toutes les huiles qui font la direction de l'établissement. Mais je me rends compte que les établissements avec lesquels nous on travaille le mieux, c'est pas une question de budget. Je pense à des établissements qui sont d'ailleurs dans mes paniers les plus petits. Ce sont des gens qui se sont organisés en interne de façon à être agile, c'est-à-dire que moi j'ai un porteur de projet, il y a quelqu'un qui suit ce projet en interne et qui donc le répercute. Et donc ça veut dire que quand ça marche, c'est quelqu'un qui est capable de montrer en interne dans l'établissement, regardez ce qu'on a fait, ça marche trop bien. Donc amenez-moi plus de budget, donnez-moi plus de visibilité, whatever. Après c'est vos problèmes, vos impératifs métiers à vous. Mais ce sont aussi des projets qui marchent bien parce qu'à l'opposé, quand ça marche pas, ce sont des gens qui dans les 24 heures me tirent dessus et me disent Monsieur Vacrenier, dans votre contrat, il y a des engagements de niveau de service, là vous vous êtes planté, si dans 2 jours c'est pas réparé, vous sautez. Et donc ça leur permet eux de ne pas être impactés si moi je fais une connerie. On n'en fait pas, mais imaginons. Je suis obligé parce que je vais me faire détruire par ma com après en rentrant. Mais non, mais voilà. Donc je me suis rendu compte que les établissements avec lesquels ça marche le mieux, ce sont déjà les gens qui sont un peu disponibles, c'est-à-dire quand on les appelle, ils ont 10 minutes, 15 minutes, ils sont capables de nous recevoir pour faire des démonstrations. Et surtout, c'est plus important, je le répète, c'est qu'ils ont su en interne s'organiser de façon à ce que les projets puissent être portés, pilotés et avoir de la visibilité. Et donc, si je résume les problématiques, financement, ça c'est purement les startups, systémique. Je vous ai parlé du supérieur, mais si on part dans le secondaire, vous avez un acteur, l'éducation nationale, qui représente tout le monde. J'enlève les écoles privées. Ce qui est paradoxal, c'est que ça devrait être l'interlocuteur qui nous permet, en tant qu'entrepreneur dans le primaire, d'accéder à tous les établissements. C'est pas du tout le cas. Donc c'est complètement bouché. Donc systémique, vous avez des problèmes organisationnels. Et puis un dernier point, et je terminerai là-dessus parce que je pense que je parle beaucoup. Non, ça m'intéresse. Ah bah, je vais rester là. Une des dernières problématiques, c'est de dire aussi... je l'ai dit un peu en introduction, mais côté entrepreneuriat, le marché français est aussi un marché qui est hyper... Alors, c'est plus côté start-up et établissement, je dirais, mais c'est un marché qui est hyper particulier. C'est-à-dire que pour aller travailler avec des établissements français, vous allez devoir avoir un produit qui est fait pour le marché français. Et donc, en fait, ça impacte aussi bien les start-up que les établissements. Les établissements ne vont être adressés majoritairement que soit par des start-up françaises ou des très grands groupes qui arrivent sur le marché. Donc, je pense à des Unit4, des Google, etc., que vous devez peut-être connaître, ou des Microsoft Dynamics, enfin, sur du gros CRM. Mais sinon, vous passez chez Oscar Campus, qui est très bien, qui est français. Mais vous allez être soit adressé par des startups françaises et qui, justement, ne sont peut-être pas matures, vous allez être un peu en stress, au dire, est-ce que vraiment on va leur filer ce budget, ou par des très gros. Et ce milieu n'existe pas parce qu'en tant que startup française, justement, on est obligé d'être très formaté pour rentrer sur le marché français, que ce soit en termes de prise de décision, que ce soit en termes d'organisation globale, cette éducation très napoléonienne, etc. Parce que la pédagogie qui est très particulière aussi. Donc ça, c'est peut-être le dernier frein, qui est de dire pour travailler dans le marché français, on doit avoir un produit très français, donc on doit être très local. Et le marché français, je vous l'ai dit avant, vous avez quoi 150 écoles, allez, vraiment dans les adressables, 150 écoles de commerce, 200 écoles d'ingénieurs, 72 universités. Je vous rajoute les CPGE qui ne sont pas adressables, où il vous reste... Enfin voilà, ça fait pas grand monde. Ça fait pas grand monde en tant que start-up. Voilà. Vous avez une autre question d'une dame, je crois. Qu'est-ce que vous apportez de plus que des Ipareo Orion qui permettent déjà aux étudiants d'avoir leur agenda, les cours, les données Alors, à part l'interface que j'ai bien compris, bien sûr. avec la Sécu, l'appart, etc. Ouais. Mais purement du point de vue scolaire, qu'est-ce que vous apportez de plus? Oui. Alors, pour très rapidement expliquer, on me demande qu'est-ce qu'on apporte de plus que Ipareo ou Orion, qui sont 2 solutions ERP de gestion de scolarité. Donc la première étant de IMAG et la seconde de Auriga, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on apporte de plus? En fait, le fait que l'application mobile Auriga, qui est Mobo, je crois, ou Ipareo, l'étudiant ou l'enseignant, parce que nous, on a enseignants, n'ont accès qu'aux informations qui sont dans l'outil. Donc l'application AppSco, on va se connecter à votre ERP, on va se connecter à votre job teaser si vous en avez un, votre place aux jeunes, on va se connecter à votre Studapart, on va se connecter avec votre Allume Force, avec vos flux institutionnels, vos flux partagés. On va permettre à vos enseignants de faire l'appel dans l'application, aux étudiants de déclarer leurs absences dans l'application. En fait, nous, si je vous fais un schéma hyper simple, tous les outils au sein de l'établissement, c'est une vraie problématique pour les établissements, je crois. Chaque outil gère une verticale. C'est pour ça que les gros acteurs, Oracle Campus, Unit4, SAP, ils arrivent sur le marché, ils vous disent, comme les corporates il y a 15 ans, allez, virez-moi tout ça, on se fait un projet de migration de 3 ans, on vous installe notre énorme machine à gaz, vous allez voir, c'est un kiff incroyable. Sauf que Unit4, si vous avez reçu des propals de Unit4, vous allez voir que ça coûte un bras. Oracle Campus a aujourd'hui un client en France, et pour le coup ça se passe bien, mais donc voilà.
si vous êtes, pour les établissements qui n'ont pas encore fait ce pas de se dire passons sur une énorme solution qui fait tout, Career Center, etc. Aujourd'hui, l'informatique au sein d'un établissement, c'est plusieurs outils qui gèrent chacun une verticale qui sont utilisés par plusieurs équipes. Et nous, Upsco, le parti pris, c'est de se dire, vous savez quoi, on va arriver, nous, on va développer une brique horizontale, une sorte de pieuvre, et on se connecte à tout ce qui est au sein de votre établissement. Donc, par exemple, la dernière application qu'on est en train de faire, l'Institut catholique de Paris, c'est quand même 10 000 étudiants, c'est un très grand établissement, et leur application mobile, on va aussi bien se connecter à leur ERP. Je vous le disais, leur job teaser, leur StudAppart, ils vont avoir 5 à 6 flux d'informations dans l'application mobile. Sur les événements, on va leur regrouper plusieurs flux jusqu'à ceux de leurs associations. Pour vous répondre en une phrase, notre force est dans le fait qu'on est capable d'agréger absolument tout ce qui se passe dans votre établissement. Et en plus, on vous donne accès, je suis désolé, c'est hyper commercial ce que je suis en train de dire, mais on vous donne aussi accès à une plateforme qui vous permet d'envoyer de la notification manuellement. En fait, avec notre app, les étudiants sont alertés soit automatiquement, attention, ton cours a changé, tu as un nouveau résultat d'examen, ou il y a un événement sur ton campus dans 2 heures, ou soit d'envoyer une notification. Je vais vous prendre l'exemple sécuritaire, c'est d'actualité malheureusement, mais vous envoyez une notification en disant regroupez-vous dans la cour, exercice d'évacuation. Et en temps réel, vous avez les taux d'ouverture, etc. Donc voilà, notre force par rapport aux ERP, c'est que les ERP, nous, c'est qu'une partie de notre périmètre. Voilà. Désolé pour la partie hyper commerciale. Oui, mais j'ai parlé d'Oscar Campus, donc j'ai le droit de parler d'Upsco. Merci beaucoup. On va... Oui, je vais m'en aller. Okay. Oui, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je demande à Béatrice Decop, fondatrice de l'agence Soyuz, qui a été partenaire de ce guide à Otsu, d'intervenir pour nous parler de la fameuse Génération Z. Voilà, et de la captation des publics. Donc on va quitter un peu l'univers passionnant des startups pour parler d'un sujet non moins important qui est donc la captation des publics pour les écoles. Donc la captation des publics pour vous, c'est évidemment un sujet important parce que déjà vous travaillez dans un univers bien évidemment concurrentiel, parce que vous devez faire face aussi à une certaine opacité concernant cette nouvelle génération, leurs pratiques, leurs représentations, comment ils font leur choix d'orientation, etc., comment ils agissent. Et puis aussi parce que l'attention, en fait, c'est devenu un bien rare dans un monde où on est excessivement sollicité. On reçoit des messages de toutes parts. Il y a eu une multiplication des canaux, les technologies de l'information et de la communication ont fait que voilà, on est très sollicité. Donc la question, c'est de savoir. Juste parler un tout petit peu plus fort pardon, parce que je parle pas assez fort. La question, c'est de savoir en fait comment on peut dans ce monde d'information où on est vraiment submergé, en fait, comment on peut émerger dans ce monde-là. Voilà. Donc, pour capter l'attention du public, et je vais m'intéresser en particulier aux jeunes, pour une école, mon expérience en fait me dit, de ce que j'ai vu, puisque moi j'ai travaillé moi-même en école et qu'aujourd'hui je travaille sur des stratégies pour les écoles, qu'en fait il faut, je dirais, adopter une double stratégie. D'abord, il y a bien entendu la différenciation qui est importante, effectivement, puisque vous êtes en concurrence avec d'autres établissements et il faut que les jeunes ils puissent faire la différence entre votre école et une école concurrente avec laquelle ils pourraient hésiter. En même temps, cette différenciation, elle ne peut pas se faire n'importe comment, elle ne peut pas être en rupture totale non plus avec les normes et les codes du secteur, parce que si vous faites ça, vous n'allez pas rassurer ni les jeunes ni les parents. Donc il y a un équilibre en fait à trouver entre je communique je ressemble à mes concurrents, je communique un peu de la même manière, mais en même temps, je trouve des axes de différenciation pour pouvoir être choisi. Voilà. Donc je dirais qu'en fait, on dit souvent qu'il y a un certain mimétisme dans le secteur de l'éducation et que toutes les écoles ont tendance à communiquer de la même manière. Ce mimétisme, il est d'une certaine manière utile, mais il doit vraiment travailler en complémentarité avec cet effort de différenciation. Donc ça c'est une première chose d'un point de vue stratégique. Il y a une deuxième chose qui est très importante pour capter l'attention de votre public, c'est de lui permettre de se projeter en fait dans votre école, d'imaginer quelle expérience il va pouvoir vivre une fois qu'il sera chez vous. Pourquoi c'est important de pouvoir se projeter ? En fait, parce que ça fonctionne, la stratégie, c'est un peu la stratégie miroir. C'est-à-dire qu'en fait,
j'essaye de comprendre comment mon public fonctionne, comment les jeunes fonctionnent, les jeunes qui sont susceptibles de venir chez moi, quelles sont les représentations des métiers, etc. Voilà, quels sont leurs comportements, comment ils agissent, comment ils font leurs choix, qu'est-ce qu'ils recherchent, de quoi ils ont envie, etc. Et ensuite, je travaille ma communication de manière à ce qu'ils puissent en fait se projeter dans cette communication, c'est-à-dire se voir. C'est un petit peu comme s'ils allaient vers eux-mêmes, donc il y a quelque chose de rassurant. C'est Franck Cauchois en fait qui appelle ça, un ouvrage d'ailleurs que je vous conseille sur la captation des publics, qui appelle ça en fait l'effet réflecteur. C'est comme si j'allais vers moi et donc j'ai envie d'intégrer cette école et je me dis que cette école en fait elle va me permettre vraiment d'exprimer ma personnalité, en fait mon identité. Donc ça c'est une double stratégie assez importante à mon avis qu'il faut avoir en tête. Quand j'interroge aujourd'hui les jeunes, puisque je fais des études qualitatives auprès de candidats potentiels à des écoles de commerce, d'ingénieurs ou dans d'autres secteurs d'activité, ils me disent souvent qu'ils ont vraiment du mal à faire la différence entre les écoles. Et il y en a un qui m'a dit dernièrement, et je trouvais que c'était plutôt bien vu, il a dit j'aimerais bien, quand je regarde le site internet d'une école, quand je regarde sa plaquette, etc., sentir un peu l'âme de l'école en fait. C'est exactement ça, ce qu'on appelle en marketing l'ADN, mais en fait c'est ça, pouvoir sentir l'âme, la personnalité de l'école. C'est souvent ce qu'ils reprochent en fait aux écoles dans leur communication. Alors pourquoi les écoles, elles ont du mal à se différencier ? Je dirais que déjà, comme n'importe quel produit et secteur sur le marché, que ce soit dans le domaine de la grande consommation ou autre, en fait, elles ont des offres qui sont relativement similaires, bien évidemment. Et elles ont du mal à se différencier parce que très souvent, elles pensent leur communication non pas à partir de leur cible, en fait, de l'utilisateur, mais à partir de ce qu'elles offrent, elles, de leur offre. Vous savez, quand vous êtes dans une réunion commerciale, vous venez, vous avez quelque chose à vendre, si vous parlez que de votre produit, en fait, et que vous n'êtes pas à l'écoute de votre client potentiel, en général, ça ne marche pas. Par contre, si vous écoutez votre client potentiel et vous lui dites « Ah, mais en fait, je comprends ce que vous cherchez, je vous ai compris, etc. » Vous allez reformuler à ce moment-là, voilà, vous avez, c'est ça que vous recherchez. Forcément, à ce moment-là, le client, il va aller vers vous et vous allez être beaucoup plus convaincant. Donc, le défaut des écoles, c'est souvent d'être très auto-centré et de parler de leur offre comme si elle était forcément distinctive et super intéressante, alors qu'en fait, quand on regarde, dans toutes les écoles d'ingénieurs proposent à peu près la même chose, les écoles de commerce, etc. Donc après, qu'est-ce qui va faire qu'elles vont se différencier ? Ça va être le classement. C'est un petit peu dommage, parce que finalement, il y aurait peut-être d'autres manières de convaincre les jeunes de venir chez vous en dehors du classement. Donc, elle privilégie, on va dire, le côté plutôt mimétisme, et puis elle manque d'audace. Très souvent, elle manque d'audace. On le voit dans les propositions aussi qu'on fait. Elles ont un peu peur, elles sont un peu suiveuses. Très souvent, on propose quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on disait aussi avec Rachel, on en a beaucoup parlé. Et en fait, l'école dit « Ah non, parce que je n'ai pas vu chez les concurrents ». Puis quand un concurrent commence à le faire, parce qu'il y a un audacieux, hop, elles se mettent toutes à faire la même chose. Mais c'est dommage, parce qu'en fait, elles arrivent après. Donc, qu'est-ce qui va faire en fait la différence d'une école à l'autre ? Parce qu'il y en a vraiment des différences. Chaque école est différente. C'est en fait l'expérience de ses usagers, c'est-à-dire l'expérience des étudiants, des professeurs, des entreprises, etc. Et puis, bien entendu, la culture de l'école. En fait, ce qu'il faut réussir à faire émerger, c'est quelle est la culture de l'école. Plutôt que de partir systématiquement dans le discours, du discours de la direction, construit autour de l'offre, avec toujours les mêmes mots, les mêmes discours standards, d'une plaquette sur l'autre. Vous allez sur un salon, vous faites 10 stands, sur les 10 stands, on vous dit la même chose. Alors notre école propose un programme en 3 ans, un peu généraliste, qui permet de découvrir, et puis après il y a des masters, etc. Bon d'accord, mais quand vous en avez fait 10, vous dites, mais au final, laquelle je prends, en fait ? Parce qu'ils communiquent tous de la même manière. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est avoir une démarche qui va être beaucoup plus storytelling, finalement, c'est ça. Donc il faut savoir aussi, et ça c'est un point vraiment très important, que le choix d'une école, il ne se fait pas d'une manière uniquement rationnelle. C'est-à-dire, je suis étudiant, je ne prends pas 10 plaquettes, j'étudie les programmes à fond, je me dis tiens, ça va être plus intéressant pour moi. Non, en fait ça ne marche pas comme ça, il y a quand même une part qui est très importante qui va se faire au feeling.
Et comme n'importe quel consommateur, en fait, un jeune, je les compare toujours aux consommateurs parce que c'est la même démarche, hein. Il a une démarche de choix à faire, même si c'est plus ou moins gratuit parce qu'il va intégrer une université. De toute façon, il y a une sorte de démarche de consommation derrière. Donc en fait, comme un consommateur, il va chercher à répondre à trois besoins. D'abord, il y a la recherche d'utilité. Donc je vais faire une école, je vais faire cette université ou ce programme-là, bien entendu pour avoir un diplôme, pour avoir un métier, pour pouvoir m'intégrer dans la société, gagner de l'argent, pouvoir vivre, etc. Après, il y a un deuxième besoin qui est le besoin de distinction. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce diplôme, il va dire de moi? Parce que toute ma vie, sur mon CV, je vais l'avoir, le nom de l'école et le nom du diplôme. Donc, qu'est-ce que ça va dire de moi aux entreprises, mais aussi aux gens qui m'entourent? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais sûrement, dans votre entourage, des gens qui, toute leur vie, passent leur temps à dire « moi, j'ai fait l'ESSEC, par exemple. Ah, c'est bien, mais là, tu as 50 ans, tu as peut-être eu de l'expérience depuis. Ah non, mais j'ai fait l'ESSEC. » Donc, on le porte vraiment comme une étiquette. Donc, ce côté de distinction, en fait, il faut aussi y penser, même si on n'est pas forcément une marque prestigieuse, on peut aussi travailler sur la fierté d'appartenance, de porter les couleurs de la marque. Et puis ensuite, il y a une troisième recherche qui est la recherche de plaisir-satisfaction, à savoir que la période étudiante, en fait, dans une vie, elle dure 2, 3, 4, 5 ans, c'est une période unique. Et pendant cette période-là, on a vraiment envie de s'éclater. Et une fois d'ailleurs qu'on rentre dans l'école, on ne pense plus tellement à ce qu'on va faire après, etc. On profite du moment présent. Donc recherche d'utilité, de distinction, de plaisir-satisfaction. Donc ça veut dire qu'en fait, il va falloir prendre en compte la dimension qui est plus subjective des choix, en fait, pour pouvoir toucher son public, donc d'une manière qui va être plus émotionnelle. Ça veut dire qu'il faut quand même s'éloigner de l'offre, et c'est ça qui va donner aux jeunes, en fait, l'envie de vous rejoindre. Alors si on revient à je voudrais revenir sur cette notion de feeling, en fait. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir le feeling ou pas pour une école? En fait, il faut voir que chaque étudiant, il va être amené, en fait, à construire une représentation de l'école à laquelle il est confronté. Donc la construction de cette représentation, elle va se faire à partir de ce qu'il lit, à partir de ce qu'il entend, à partir de ce qu'il voit, etc. Et lui, à partir de tout ça, en fait, il va réinterpréter et il va construire une représentation qui ne va pas être la réalité de l'école, mais lui de ce qu'il imagine. Et à partir des différentes écoles qu'il aura pu voir, en fait, il va comparer, puis se dire moi j'ai plus envie d'aller là que là. Et on peut voir des jeunes qui vont être pris dans une école mieux classée, mais choisir une école en dessous parce que simplement ils ont plus le feeling pour celle qui est en dessous, et heureusement. Voilà. Donc cette représentation, elle va commencer à se construire dès l'instant où le jeune il va se brancher sur votre site internet. Parce que le site internet, c'est vraiment la vitrine de l'école. Et alors, dans la plupart des cas, c'est quasiment systématique, le premier contact médié avec l'école, c'est le site internet. C'est pas les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est complémentaire, mais le site internet est vraiment très important. Donc, c'est votre vitrine. Il y a des expériences qui ont été menées par des psychosociologues qui montrent que l'opinion d'un internaute, quand il se connecte à un site internet, elle se fait immédiatement. C'est-à-dire qu'il reste 10 minutes ou qu'il reste 3 minutes sur un site internet, son opinion, elle n'évolue pas. Ça veut dire que le design est très important, contrairement à ce que disent les informaticiens qui, malheureusement, je n'ai rien contre les informaticiens, mais sont souvent encore bien implantés dans les écoles, et c'est eux qui gèrent les sites internet, et ce ne sont pas des marketeurs. Donc le design est très important et la manière dont il est construit. Donc maintenant, on va essayer de répondre à cette question quand même. Comment se différencier? Plus que se différencier, je dirais se singulariser, dans l'idée de ne pas être complètement différent des autres, mais d'émerger quand même avec des différences. Donc pour concevoir un discours qui soit personnalisé et puis aussi le mettre en scène de manière personnalisée à travers une charte, le secret, si j'ose dire, c'est qu'il va falloir en fait construire ce discours à partir de l'expérience de vos usagers. C'est-à-dire qu'il va falloir interroger vos étudiants, vos professeurs, vos équipes administratives, vos anciens, pourquoi pas des entreprises partenaires, ça peut être intéressant également, pour essayer déjà de recueillir leur vision, comment ils voient l'école. Il faut interroger aussi votre direction, bien évidemment.
et puis pouvoir nourrir le discours de la marque à partir de tout ce matériau en fait, qu'on va aller chercher sur le terrain. Donc concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe bien souvent sous l'organisation de focus group, donc des focus group créatifs avec voilà, des publics homogènes, où on prend beaucoup de notes, où on enregistre, on fait aussi des entretiens qu'on enregistre, et à partir de ces enregistrements, à partir de toute la matière qu'on va récupérer, on va pouvoir en fait faire un travail de synthèse, un travail d'analyse, et puis aussi un travail de réécriture. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, ce discours de marque qui va ensuite être formalisé à travers une plateforme de marque, par exemple, à travers un pitch, à travers un argumentaire commercial. On peut imaginer tout un tas de formes différentes, en tout cas d'avoir des supports qui vont fédérer l'ensemble en fait, des parties prenantes, puisqu'on aura un discours, on va dire, de référence. L'avantage, c'est que les gens vont rapidement se l'approprier, enfin, je dirais même immédiatement. Ce qu'ils disent en général, c'est qu'ils disent « Ah, mais c'est vachement bien parce que dans la brochure, puisqu'après tout ce discours-là, on l'utilise pour rédiger les brochures, etc. » Ils disent « Ce qui est bien dans la brochure, c'est que vraiment on se reconnaît, en fait, on se reconnaît ce qu'on a dit et qui on est. » Donc ça veut dire que la personnalité en fait, de l'école, elle a pu émerger à travers ces personnes-là et à travers leurs paroles. Donc voilà, on va travailler à partir de là sur des contenus clés, sur des éléments de langage. C'est l'occasion aussi de faire émerger une baseline, de faire émerger des messages publicitaires, etc. à condition que ces focus group soient animés avec des procédés bien particuliers de créativité. Voilà. Donc voilà sur la méthodologie. Maintenant, je voudrais m'attacher un peu plus à cette génération, donc la génération Z, voilà, qui s'articule autour, pour moi, ça s'articule autour de 7 recommandations que vous pourrez retrouver dans le How To, qui sont vraiment importantes en fait pour les jeunes aujourd'hui. Et donc c'est des recommandations en fait, que je formule à partir de tous les entretiens que j'ai faits depuis à peu près 2011. Voilà. Donc le premier, c'est déjà de privilégier l'écoute. Ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on est sur une génération peut-être encore plus que les précédentes, qui est très sensible à la personnalisation et puis à la proximité. Un jeune qui reçoit un emailing d'une école avec son prénom, eh ben, il y est sensible. Il dit ah, c'est super, ils ont été très sympas, ils ont été très réactifs, ils m'ont envoyé tout de suite un mailing à mon prénom, etc. Un jeune qui en entretien dans une école est reçu et plutôt que l'école essaye de lui vendre absolument sa tambouille, essaye de voir tout simplement si le projet du jeune correspond à ce que l'école elle pourrait lui apporter. Ça, c'est des choses qui sont bien perçues. Donc, privilégier l'écoute, la proximité, la personnalisation. Deuxièmement, être très pédagogue dans la communication. On lit parfois des plaquettes sur des sites internet, c'est difficile à comprendre, c'est pas expliqué de manière simple en fait et pédagogique. Il faut voir qu'aujourd'hui, les métiers sont difficiles à appréhender pour les jeunes parce qu'on est dans des secteurs, on est dans le secteur des services. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment pouvoir montrer ces métiers, les expliquer de manière simple, montrer les débouchés, quel sens ils peuvent avoir et puis comment ils s'inscrivent aussi dans une grande chaîne d'activités. Quand vous travaillez au marketing, vous voyez qu'un petit bout, mais ça sert à quoi au final? Quel est le produit fini? Quel est le service fini, etc. Comment je vais m'inscrire moi là-dedans? Donc ça c'est important et puis il faut illustrer. La troisième chose, c'est qu'il faut bien se dire qu'une école, c'est pas un catalogue de formation, c'est bien plus que ça, c'est un projet. Très souvent, les écoles, elles ont des projets, mais elles ne savent pas toujours suffisamment le valoriser. Donc c'est important d'affirmer le projet, d'affirmer aussi son ambition en fait. Quelle est l'ambition que vous avez pour les jeunes? Vers quoi vous voulez les conduire, vers les accompagner, etc. C'est vrai qu'ils sont en quête de sens. Ils n'ont pas envie de faire des choses s'ils ne savent pas à quoi ça sert. Ça, si vous les voyez de façon au quotidien, s'ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ne font pas. Donc ça, c'est très important. Je voulais vous donner quelques exemples, j'ai oublié, si vous voulez aller regarder.
Pour privilégier l'écoute, je vous invite à aller voir le site d'Intech, donc école d'informatique. On a refait tout le discours de marque justement à partir des focus group qu'on a organisé avec les profs, etc., les étudiants. Et je vais me faire un petit peu de pub, mais on a eu 34% d'inscrits en plus la première rentrée et 40% la seconde. Donc ça veut dire que le fait de changer complètement le discours de marque, ça a eu un impact. Sur la pédagogie, je vous invite à aller voir le site Les métiers de la chimie, venez refaire le monde. Je trouve qu'il est vraiment très très bien fait en fait pour expliquer à quoi ça sert. Et puis sur l'idée d'affirmer un projet, une ambition, de donner du sens, etc., je vous invite à aller voir le site de La Salle Beauvais qui est avec des entrées par univers que je trouve très bien fait parce que là on comprend dans quel sens on va. Voilà. Quatrièmement, donc les jeunes ils sont rodés au discours marketing, c'est vrai. Donc il faut être sincère, il faut être authentique. Ça c'est très important. Pour pouvoir être en connexion avec son public, il ne faut pas chercher à faire des belles phrases. Je veux dire, ce qui est important, c'est d'être sincère et authentique. Ça veut dire aussi que quand vous utilisez des photos, il ne faut pas aller utiliser des photos des banques d'images, mais il faut prendre des photos de vos propres étudiants, avec des photographes par contre qui font un travail de qualité, une direction artistique, etc. C'est pas un truc forcément d'amateur, mais en tout cas, il faut que ce soit des vrais gens. Le côté sincère, authentique aussi, c'est dans le discours, la manière de parler. Je vous invite à aller voir le site de l'école 42 qui vient d'être fait, notamment l'édito déjà de Xavier Niel, où il est vraiment dans le storytelling, quoi. Il explique pourquoi il a monté ce projet, le sens que ça a et tout. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, cinquièmement, ce qui est très important aussi, c'est de valoriser vos innovations. Parce qu'on est dans un monde qui bouge et que l'innovation, elle est très valorisée dans notre monde. Et aujourd'hui, moi, je vois très bien, quand une école ne valorise pas assez, n'innove pas assez ou ne valorise pas assez d'innovation, parce qu'il y en a qui innovent mais qui ne savent pas valoriser. Il y en a d'autres qui savent, elles utilisent, alors je pense aux écoles du groupe Ionis qui sont très bonnes pour ça, elles travaillent beaucoup sur le wording et par exemple, vous voyez, Epita, la piscine par exemple, c'est un travail sur le wording qui fait que maintenant, chaque fois qu'on parle d'Epita, on parle de la piscine. Bon. Et en fait, ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est tellement plus innovant que ce qu'on trouve dans d'autres écoles où il y a aussi des séminaires d'intégration? C'est pas sûr, mais ils n'ont pas appelé ça séminaire d'intégration. Donc il y a tout un habillage en fait à travers ce wording qui fait rêver, voilà, qui réenchante l'innovation. Ensuite, sixièmement, communiquer par l'image. Aujourd'hui, il existe énormément de solutions pour communiquer de manière beaucoup plus visuelle qui ne sont pas assez utilisées par les écoles. Bon, au-delà du fait de privilégier les grandes images immersives, il y a encore des écoles qui ont sur leur site des petites images. Et en fait, il faut une grande image immersive dans laquelle on rentre en fait tout de suite. Mais il faut utiliser les infographies, la data vision, la vidéo, le motion design, etc. Il y a énormément de choses qui existent, donc il ne faut pas s'en priver. Et puis, dernière recommandation, chouchouter les influenceurs. Tu as parlé des ambassadeurs, donc on se rejoint complètement là-dessus. Les écoles se disent parfois « Ah, mais nous, c'est qui nos influenceurs, etc. » Mais vous les avez sous la main, ce sont vos étudiants. Si vous avez 1000 étudiants, c'est des gens qui parlent à l'extérieur. Et en plus, maintenant, ils parlent sur les forums, donc ils ont une voix qui est beaucoup plus forte. Et il faut vraiment en tenir compte, parce que ça, au niveau des chiffres du recrutement, s'il y a trop de mauvais commentaires, violents, etc., ça peut vraiment peser, et puis ça ne va pas aller en s'arrangeant, parce que voilà, maintenant c'est comme ça que ça fonctionne. L'étudiant ou le candidat, il a repris un pouvoir, comme le consommateur a pu reprendre un pouvoir aussi. Donc c'est les étudiants, c'est les anciens, c'est le personnel de l'école qui parle aussi à l'extérieur, etc. Les partenaires. Donc tout ça pour vous rappeler que la connaissance des jeunes, eh ben, en fait, elle est essentielle pour pouvoir capter leur attention. Plus vous les connaîtrez, plus vous saurez comment ils fonctionnent, plus vous aurez identifié quels sont les leviers, les freins qui font qu'on vient chez vous, comment ils font leur choix, quels sont les éléments déclencheurs qui font qu'à un moment donné, ils sont venus chez vous, ou alors qu'ils sont allés chez vos concurrents aussi. C'est intéressant d'interroger des gens qui à un moment se sont intéressés à vous et puis finalement vous faites un autre choix. Donc essayez de savoir pourquoi. Et bien plus on va pouvoir en fait affiner les messages,
et puis avoir des meilleurs résultats. Et donc en fait toute cette partie-là, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, ça coûte un petit peu d'argent mais pas énorme, pas tant que ça en fait, moins que souvent ce que les gens imaginent, et surtout c'est très rentable derrière parce qu'il y a vraiment des résultats concrets avec plus de candidats ou de meilleurs candidats aussi pour les écoles qui cherchent plutôt à avoir les meilleurs profils. Voilà. Merci beaucoup Béatrice. Merci encore à la Villa Bonne Nouvelle Orange de nous avoir accueillis et merci à tous d'être venus. Voilà, et juste une petite avant-première, ce guide en fait, et nous espérons le lancement d'une collection. Donc nous organiserons 2 rendez-vous d'inspiration par an. Un rendez-vous d'ici fin d'année civile en novembre ou décembre sur le format habituel, à savoir le meilleur d'ailleurs, table ronde. Et un rendez-vous en fin d'année à cette même période justement pour le 2e numéro du petit How To. Donc nous avons déjà commencé à travailler sur les thématiques et j'espère que l'année prochaine vous serez parmi nous encore une fois. Merci à tous.